randonneur, promeneur, chasseur, peintre, Gustave Courbet a fait sienne ce que le critique d'art et ami du peintre Jules-Antoine Castagnari appelait l'école de la nature, en défendant vivement le réalisme qu'il incarnait. Il s'agit également du titre de cette exposition qui explore les thèmes naturalistes du maître d'Ornans à travers principalement ses paysages et la transmission de sa vision du réel auprès d'autres artistes qui ont formé une école comtoise du paysage. La figure de Georges Besson, né à Saint-Claude en 1882, collectionneur et critique d'art, ardent défenseur de Courbet et du réalisme, est abordée sous l'angle de l'histoire de la création du musée Courbet à Ornans, mais également à partir du lien qui l'unissait à sa ville natale Saint-Claude. En effet, dans la capitale au-jurassienne, l'inauguration du musée de l'abbaye Donation Guibardone-René Geny, dans lequel nous nous trouvons, a été rendue possible alors que Besson en avait posé les jalons 40 ans auparavant. Plusieurs sections dans l'exposition permettent d'appréhender les sujets picturaux récurrents de Courbet. L'école de la nature, les sources et cascades, les représentations animalières, la minéralité des paysages, les suiveurs, mais également les gravures d'après l'œuvre peinte de Courbet, les portraits et les documents d'archives qui viennent compléter et approfondir la connaissance du peintre et de l'engouement tant intellectuel et philosophique qu'artistique qu'il a généré autour de lui. Bien que son talent de paysagiste ne soit plus à démontrer, Courbet désigne dans les portraits qu'il a pu réaliser de ses amis une indéniable prédisposition à exprimer leur personnalité profonde. Cette qualité d'introspection se manifestera dans ses nombreux autoportraits qui lui vaudront une première reconnaissance officielle au Salon parisien en 1844. Autoportrait ou L'homme au chien de 1842, provenant du musée d'art et d'histoire de Pontarlier, est un autoportrait de jeunesse. Courbet a 23 ans. Il est encore un rapin, c'est-à-dire un apprenti peintre, et néanmoins, il maîtrise déjà parfaitement la composition. D'un fond uniforme et sobre traité avec une déclinaison de vert, son visage et sa main droite posée sur une table accrochent la lumière. Courbet s'est représenté à la mode du temps, caractérisée par une certaine élégance bohème. Veste noire au revers de manches bleu sombre, cheveux longs. Il est accompagné de son fidèle épagnol noir, qui sera présent dans d'autres de ses autoportraits de plein air. Enfin connaisseur de ces forêts franc-comtoises, Gustave Courbet est passionné de la faune qui les peuple. Son expérience est celle de l'observation fine et réelle, celle du marcheur, mais aussi celle du chasseur qui aborde sa relation à l'animal avec compassion. Cette communion profonde avec la nature s'étend aux animaux blessés ou mis à mort. Malgré son installation parisienne, Gustave Courbet revient régulièrement passer les automnes en Franche-Comté, où il partage battues et traques avec ses amis d'enfance. En 1858, lors d'un séjour à Francfort, il participe à plusieurs chasses à l'allemande qui l'enthousiasment profondément. Le chasseur allemand, œuvre réalisée en 1859, en est un témoignage fort. L'animal, expirant au bois majestueux, évoque le grand cerf abattu par le peintre. Peint dans la même gamme chromatique que la forêt qui l'entoure, le chasseur adopte alors une présence silencieuse, presque en empathie avec l'animal et le paysage. Par leur dimension et leur puissance, ces œuvres ne s'apparentent pourtant pas à des trophées. La pratique de la chasse est une tradition ancrée dans la terre natale de Gustave Courbet, qu'il traduit dans sa peinture non sans quelques sentiments mélancoliques. Il rompt ainsi avec le caractère anecdotique et narratif de la peinture de chasse. Tout au long de sa carrière de peintre, il s'attache à représenter de près comme de loin ce rapport à l'animal et son aspect fugace. Paisible et saisi dans sa tranquillité, mais aussi triomphant, tel le grand cerf solennellement campé sur le rocher du Saut de la Brème, où l'on aperçoit également en contrebas une biche et ses fans. Une toile peinte en 1864 comme un hymne total à la force de la nature. Courbet, peintre-chasseur, reflète ainsi toute la complexité des liens qui unissent le paysage à l'homme. Une relation intime où se tisse une métaphore, le destin commun de la bête traquée et celui de l'artiste qui convoite toujours plus de liberté.
Courbet revendiquait n'appartenir à aucune école, se positionnant comme un artiste libre, indépendant et menant sa carrière avec l'objectif affirmé de poser les jalons d'une manière de peindre le réel qui lui serait propre. Cette école de la nature va s'affirmer dès sa première jeunesse, alors qu'il s'initiera au dessin et à la peinture de plein air, réalisée sur le motif avec les paires-beaux à ornement. Dans les tableaux La leçon de peinture, le point de vue choisi par le peintre permet d'embrasser d'un seul coup d'œil la vue sur la vallée. Au premier plan, ses élèves, dont Courbet, pratiquent la peinture sur chevalet. L'école de Barbizon et sa succession de peintres et paysagistes se réunissant dans la forêt des Fontainebleau lui seront familiers. De cette obscurité jaillit la lumière, puisqu'il s'employera à interpeller notre œil sur des points saillants dans la nature que l'éclat du soleil révèle comme dans La Lournon. Il place assez tôt dans son œuvre la figure dans un paysage. Le sujet peut être un portrait, un autoportrait ou une scène de genre. Le regard de l'observateur est captivé par les côtés intimistes et délicats d'une scène comme par exemple dans les tableaux Le passage du guet. Les roches, les rochers, les falaises sont omniprésents dans l'œuvre de Courbet. Ce dernier a toujours eu un intérêt particulier pour la géologie de son pays, sa puissance et sa singularité. Il a d'ailleurs côtoyé le géologue salinois Jules Marcoux, qui publia la première carte universelle. Courbet saisit la force évocatrice du site géologique de la Roche-Pourrie, situé proche de Salins-les-Bains, où la grandeur du site s'est traduite par l'omniprésence de la roche qui occupe la quasi-totalité de la toile. Par les effets de lumière sur la matière, il parvient à rendre pratiquement palpables les falaises et rochers, magnifiquement retranscrits de ce paysage typiquement franc-comtois. Et comme une identification à cette nature aimée, il n'est pas rare qu'il se représente à l'intérieur des œuvres, cachés dans des roches anthropomorphes, comme dans les falaises près d'Ornon. Nous invitons le visiteur à découvrir le portrait dans le tableau. L'artiste aime représenter des scènes de la vie rurale, scènes qu'il a pu observer, comme dans le Rotamer, qui remet en état des objets métalliques endommagés, ou dans les casseurs de pierre, rencontrés sur le bord d'une route et aujourd'hui malheureusement disparus. Il aime aussi montrer les spécificités dans son pays et les fameuses papeteries au moulin qui utilisent la force motrice de l'eau, comme dans une papeterie à Ornon. Au-delà de leur intérêt pictural, ces œuvres sont un témoignage d'une époque révolue. Fasciné par les paysages de son enfance, Gustave Courbet intègre très tôt le thème de l'eau au cœur de ses œuvres. De la source de la Loue, enchâssée dans sa grotte et peinte dans la vitalité de son cours naissant, jusqu'au paysage maritime que l'artiste découvre lors de ses premiers voyages en Normandie dès 1841, puis en Méditerranée à partir de 1853, l'eau ne cesse de se transformer dans les toiles du peintre au gré de ses découvertes et de ses séjours, et par l'utilisation de techniques expressives qui mêlent l'aplat de ses couteaux ou les touches vibrantes de ses pinceaux. Entre la source et la mer, l'eau s'immobilise parfois dans de larges bras calmes, tels la Loue à Cé-en-Varay, peinte en 1860, où la rivière transparaît comme un miroir face aux berges automnales. Puis une source, dans le Jura, jaillit dans une trombe blanche et mousseuse au centre d'un paysage fait de rocs et d'arbres, offrant aux toiles du maître l'unité parfaite des éléments au service de l'identité franc-comtoise. Exilé en Suisse à partir de 1873, l'artiste arpente les Alpes vaudoises et s'exerce dans la maturité de son art à retranscrire la majesté de plusieurs cascades, à l'exemple de celle peinte en 1873 qui creuse sa course vive sous les sommets poudrés de blanc. L'eau, pareille à certains destins, rend ainsi à l'œuvre de Courbet une formidable leçon de vitalité. Pour conclure le parcours dans l'exposition, la salle des suiveurs présente des artistes contemporains de Courbet qui l'ont aidé à produire des tableaux suite aux événements de la Commune en 1871. En effet, après 6 mois de prison
pour sa participation à la Commune de Paris, Courbet crée près d'Ornans en 1872 un atelier de collaboration pour faire face à la demande croissante de commandes et régler l'amende qu'il est condamné à payer. Il s'entoure donc de peintres pour l'aider dans la préparation de ses œuvres. Cherubino-Pata et Marcel Ordinaire sont les principaux représentants de cet atelier. La fagotière de 1833 de Cherubino-Pata, provenant des collections de l'Institut Gustave Courbet à Ornans, peintre suisse, représente dans ce tableau réaliste une scène de la vie sociale faisant partie des anciens métiers aujourd'hui disparus. Le grand tableau de Marcel Ordinaire, conservé au Musée des Beaux-Arts de Dole, Le Ruisseau du Puy Noir de 1897, clôt l'exposition par un hommage au site si souvent peint par Courbet. Le réalisme de ce paysage est retranscrit par Ordinaire, mais avec son style propre, qui détaille davantage la végétation au bord de la Brème et ouvre une percée de lumière au fond sur les falaises, vision presque romantique de l'eau, des cailloux, de la fraîcheur du sous-bois.